grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer du retour des coupures d'électricité et de délestage qu'on observe depuis pratiquement 3 jours dans la ville de Niamey, entraînant ainsi des sentiments de frustration et d'incompréhension, voire d'inquiétude du consommateur lambda. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ces déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, a reçu hier le trophée d'honneur des Nuits de la Liberté de la Presse, un trophée qui récompense les efforts consentis par le président dans le domaine de la liberté de la presse au Niger. Commémoration ce matin de la 27e journée internationale des volontaires, une journée en hommage aux millions de jeunes volontaires qui œuvrent pour le changement social. Voilà pour le sommaire. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. Bienvenue dans ce journal. Je vous le disais, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a reçu hier le trophée de la liberté de la presse pour son engagement à faire de la liberté de la presse une réalité au Niger. Une initiative des organisateurs des Nuits de la Liberté de la Presse, Nulipresse, qui vise à distinguer le président de la République. Nous reviendrons sur cet élément en partie magazine de cette édition. Le Conseil des ministres s'est réuni hier matin dans la salle habituelle des délibérations à la présidence. Après examen des différents points, le Conseil a pris plusieurs décisions. Nous reviendrons également sur cet élément au cours de notre prochaine édition. Cela dit, commémoration ce matin de la 27e journée internationale des volontaires au Palais des Congrès de Niamey. Objectif, souligner la contribution des volontaires dans le renforcement de la paix dans le monde et rendre hommage aux millions de jeunes qui se portent volontaires partout dans le monde pour être des acteurs du changement social. Plus de précisions avec Aïssa Ibrahim. Faire une prise de contact et prodiguer des conseils pour mener à bien les tâches. C'est l'intérêt principal de cette rencontre entre les agents nouvellement recrutés du ministère de l'élevage et leurs ministres, accompagnés pour la circonstance par ses homologues de la fonction publique et de celui de l'emploi, du travail et de la sécurité sociale. Dans son allocution, le ministre Mohamed El Haj Ousmane s'est réjoui d'avoir accompli un engagement fort du président de la République. Cette cérémonie est d'une importance capitale pour le Niger, pays d'élevage par excellence, qui totalise plus de 37 millions de têtes de bétail, toutes espèces confondues, parfaitement adaptées à nos conditions climatiques et se déployant sur 62 millions d'hectares où l'élevage emploie près de 87% de la population. Vous pouvez aisément imaginer l'émotion qui est la mienne en ce jour solennel, qui sera gravée dans les annales de la renaissance de l'élevage au Niger. Cette émotion est aussi celle d'un fils d'éleveur, hautement conscient du rôle et des missions de service de l'élevage dans l'amélioration des conditions de vie des éleveurs. C'est également l'émotion d'accomplir en ce jour un engagement du président de la République, chef de l'État, son Excellence El Hadji Issoufou Mahamadou, en faveur du recrutement des jeunes à la fonction publique. En effet, il vous souviendra que dans son discours d'investiture, le président de la République disait, et je cite, « Il y a aujourd'hui plus de médecins au chômage que de médecins en activité, alors que la moitié des Nigériens n'a pas accès aux soins de santé. » Il sera procédé également à des recrutements dans le secteur agro-pastoral et dans celui des régies financières. Pour améliorer l'accès à l'eau, les infrastructures existantes seront réhabilitées et 2000 puits et forages seront réalisés chaque année. Fin de citation. Les ministres Lawali Chebou et Salissou Ada ont également apporté des conseils aux nouveaux agents. Je voudrais simplement, en tant que ministre de la fonction publique, réitérer aux agents du ministère de l'élevage comme à l'ensemble des agents de l'État la nécessité de respecter leur statut, leurs obligations, notamment l'obligation de discipline, de respect de la hiérarchie,
je suis sûr et je crois vraiment aux compétences et aux valeurs qui sont en chacun de vous. Et je pense que nous avons les capacités et les compétences nécessaires d'apporter les réponses, en cas dans les domaines où nous sommes employés. Mais il faudrait bien que nous comprenions, parce que je tiens à le souligner, lorsque le président faisait la promesse de 50 000 emplois par an, nous avons assez souvent les yeux braqués sur la fonction publique. Il n'y a pas que la fonction publique, il y a d'autres secteurs où des emplois sont créés. Mais là, les gens n'en parlent pas. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, nous faisons plus que 50 000 emplois par an et il faut s'en féliciter. S'en est suivi la remise de kits aux récipiendaires, ce qui traduit leur engagement à servir le Niger. Une photo de famille a immortalisé la cérémonie. Bonne carrière à toutes et à tous. Autant pour moi, vous l'avez sans doute compris, c'était plutôt la cérémonie de prise de contact ce matin à l'Académie des arts martiaux de Niamey entre le ministre de l'élevage et les agents du ministère nouvellement recrutés. Le reportage était signé Al-Mokhtar Kainé et Soumaïla Dandi. Je le disais tantôt, commémoration ce matin de la 27e journée internationale des volontaires au Palais des Congrès de Niamey. Objectif, souligner la contribution des volontaires dans le renforcement de la paix dans le monde et rendre hommage aux millions de jeunes qui se portent volontaires partout dans le monde pour être des acteurs du changement social. Nous retrouvons Aïssa Ibrahim. La célébration du 27e anniversaire de la Journée internationale du volontariat est une journée spéciale qui pénètre tous les groupes sociaux et concerne tous les aspects de l'activité humaine. L'action volontaire forge le capital social qui est crucial pour la prospérité économique des sociétés et pour le développement durable. Cette vocation de servir autrui est partagée par des millions de personnes à travers le monde. Le thème choisi cette année est Jeunes mondiaux actifs, un thème qui reflète l'importance de cette journée. La journée internationale de volontaires a été décidée par les Nations Unies. Voyez-vous, cette journée a été décidée depuis 2001 que le 5 décembre de chaque année, il y aura une commémoration de cette journée sur l'ensemble de la planète. Au lieu de tendre la main ailleurs pour nous aider dans la résolution d'un certain nombre de problèmes, nous préférons que des jeunes, des hommes âgés et même des vieillards, parce que le volontariat n'est pas d'un seul âge. Il y a les jeunes, il y a des volontaires du 3e âge qui sont là, donc qui peuvent s'adonner pour contribuer au développement économique et social de leur pays. Voilà le sens important de ce volontariat. Le programme de volontariat national Provoni a été initié par le gouvernement du Niger en partenariat avec le PNUD et d'autres partenaires pour renforcer les capacités de collectivités locales et des organisations communautaires dans les régions pilotes. Nombreux sont les acteurs des projets de développement qui sont conscients de la nécessité de mobiliser les ressources humaines disponibles et qualifiées en vue d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. En effet, les autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence El Hadj Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, comptent utiliser l'action des volontaires pour mobiliser la jeunesse nigérienne dans le cadre de la mise en œuvre du plan de développement économique et social PDS 2012-2015. Par conséquent, le gouvernement va œuvrer à ce que le volontariat puisse davantage profiter à notre pays. C'est dans ce cadre qu'un projet de loi portant création de l'Agence nationale du volontariat pour le développement a été initié par le gouvernement et transmis à l'Assemblée nationale en vue de son adoption. Par ailleurs, nous enregistrons des dizaines de volontaires communautaires de Plan Niger qui travaillent inlassablement pour le bien-être des populations dans les régions de Dosso et Tillabéri. Nous n'oublions pas certainement pas les centaines de volontaires du Service national de participation, les scouts du Niger, les volontaires de la Croix-Rouge et des autres organisations nationales et internationales, tous les bénévoles anonymes des villes et villages, agents de solidarité et de changement qui sont mobilisés dans la dynamique du développement du Niger. Qu'il me soit donné ici l'occasion de les féliciter tous
et de leur témoigner la reconnaissance de l'État du Niger. Au Niger, les volontaires jouent un rôle très important dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Ils interviennent dans des domaines très variés comme la santé, l'environnement, les droits humains et l'assistance humanitaire. Être volontaire, c'est donner et partager son temps et son talent pour contribuer à l'avènement d'un monde meilleur. Autre aspect de cette édition, le ministre de la Santé publique a entrepris hier une visite à l'Office national des produits pharmaceutiques et chimiques et au Laboratoire national de santé publique et d'expertise. Il est accompagné par le président de la Commission santé de l'Assemblée nationale. D'autres précisions avec Moudi Moussa, Soumaïla Dandi. S'enquérir de l'état de fonctionnement de l'Office national des produits pharmaceutiques et chimiques et celui du Laboratoire national de santé publique et d'expertise, tel est l'objectif de cette visite initiée par le ministre de la Santé publique Aga Limano. Une première conjointement entreprise avec des députés membres de la Commission santé de l'Assemblée nationale et qui vise à donner une suite favorable à la recommandation faite à l'endroit du gouvernement par la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. La délégation ministérielle a eu droit à une visite guidée des principaux magasins dont dispose l'Office national de produits pharmaceutiques et chimiques, ainsi du magasin de contraceptifs à celui de comprimés et produits injectables en passant par l'unité de gestion spécifique, le magasin UNFPA ou encore le dépôt de zone de Niamey. Le ministre et sa délégation se sont par la suite retrouvés au Laboratoire national de santé publique et d'expertise où s'effectue l'analyse des médicaments et aliments avant leur mise en consommation. Là aussi, les différents services de ce laboratoire ont tour à tour été visités par le ministre et les honorables députés avant de se retrouver pour une réunion de travail avec le directeur général de l'ONPPC et celui de l'INSPEC sur notamment le fonctionnement et les perspectives de leurs institutions respectives. Le président de la Commission santé de l'Assemblée nationale est pour sa part revenu sur le bien fondé de cette visite. Lors de l'examen du budget, il y avait eu une inscription au titre de l'INSPEC. Je ne me rappelle pas du montant. Peut-être les techniciens du ministère de la Santé sont là. Alors, c'était lors de cet examen-là, on s'est dit qu'il faudrait quand même qu'on fasse une recommandation à l'endroit du ministère de la Santé d'aller visiter les LANSPEX. Et si possible, avec nous, pour voir réellement ce que les techniciens du ministère de la Santé nous ont dit, si c'est ça. Et on est venu. On a bien vu et on va dresser un rapport et rendre compte aux autres membres de la commission. Le ministre de la Santé publique qui rassure avoir pris bonne note des préoccupations soulevées de part et d'autre par le directeur général de l'ONPPC et celui de l'ANSPEX a par ailleurs réaffirmé le ferme engagement du gouvernement de tout mettre en œuvre pour assurer un fonctionnement meilleur des structures de distribution et de contrôle des médicaments sur toute l'étendue du territoire national. Le 22 et 23 novembre dernier, nous avons organisé une conférence internationale sur les faux médicaments. Les faux médicaments, d'autres les appellent des médicaments falsifiés ou faussement étiquetés ou sous-dosés ou mal dosés. Dans tout compte fait, tout ça là est résumé dans faux, les qualificatifs des faux médicaments. Donc s'il y a des faux médicaments et qu'on veut avoir des bons médicaments, d'abord, il faut renforcer la capacité des structures d'approvisionnement, dont le PPC, et les structures de contrôle. Donc c'est un binôme qui va ensemble. Avec 52 ans d'expérience au service de population nigérienne, l'ONPPC dispose de ce fait d'une longue expérience dans le domaine de l'approvisionnement en médicaments. Aussi, l'Office entend activement contribuer à l'atteinte des objectifs du PDS 2011-2015 à travers notamment le renforcement de ses capacités techniques, entre autres. Autre aspect de cette édition, ouverture ce matin au Palais des Congrès de Niamey de l'atelier de validation du rapport national de développement humain et de la protection sociale. Un atelier organisé par le PNUD autour du thème développement humain et protection sociale. Compte rendu, Issa Mustafa, Ibrahim Idi.
Restituer et valider le rapport national sur le développement humain au Niger, avec comme point d'achoppement le développement humain et protection sociale. Ce sont là les principaux axes de cet atelier du PNUD et de l'Institut national de la statistique INS, une thématique qui est d'actualité et figure au rang des priorités nationales, en témoigne l'adoption en 2011 par le gouvernement du document de politique nationale en matière de protection sociale. Les populations nigériennes sont particulièrement vulnérables et sont exposés à des chocs multidimensionnels, ainsi qu'à la persistance de la pauvreté. Cette situation nous interpelle donc tous, d'autant que, comme vous le savez, elle a un impact négatif sur le développement humain qui se mesure à l'aune d'indicateurs de santé, d'éducation et de revenus. La protection sociale et le développement humain sont ainsi fortement liés et s'auto-alimentent suivant une dynamique vertueuse de progrès économiques et sociaux. En effet, un système de protection sociale efficace renforce le capital humain, améliore la productivité et l'accès aux revenus, crée des opportunités d'accumuler des actifs de production. Il répond donc au souci de voir les couches les plus pauvres, les plus vulnérables et les plus marginalisées de la population à être mieux soutenues et surtout autonomisées pour une meilleure insertion au sein de la société. En somme, la protection sociale constitue un investissement en matière de développement humain. La protection sociale doit être considérée comme un investissement à long terme nécessitant des allocations budgétaires régulières. Sa pérennité dépend fortement de la capacité à mobiliser des ressources nationales, a indiqué le secrétaire général de l'INS qui a procédé à l'ouverture officielle de cet atelier. Son objectif ultime est l'amélioration des conditions de vie de la population. Elle est donc un important levier pour la réduction de l'extrême pauvreté dans les pays en développement comme le Niger. À cet égard, le 5e axe stratégique de notre cadre de référence, notre cadre stratégique de développement, qui est le plan de développement économique et social, vise à améliorer le niveau de développement des indicateurs sociaux par un accès accru des populations aux services sociaux de base et la mise en œuvre d'une politique de protection sociale, notamment pour les populations les plus vulnérables. C'est donc dans cet élan que les deux parties fondent un espoir pour que ce document de plaidoyer puisse contribuer à donner des coups de frange nécessaires en vue d'impulser une dynamique de protection sociale, gage d'un développement humain et de progrès vers les autres. L'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales, avec l'appui financier du Bureau international du travail, a procédé hier après-midi à son siège à la remise de kits de réinsertion socio-professionnelle à 240 travailleurs domestiques en fin de formation. L'objectif est de favoriser l'insertion des jeunes dans la vie active. Compte rendu, Isidore Banaba. Faciliter la réinsertion socio-professionnelle des enfants domestiques au Niger. Telle est la volonté qui anime les 3 ONG œuvrant dans le domaine de la protection de l'enfant. Ces ONG ont formé une centaine de domestiques dont la présente cérémonie marque la fin de leur formation et la remise de kits d'insertion socio-professionnelle. Des kits qui feront désormais de ces domestiques des acteurs du développement socio-économique. Pour ces dernières, après la formation professionnelle reçue durant 12 mois, dans les domaines de la coiffure, de la couture, l'électromécanique, les tatouages au henné et la tresse, nous voilà réunis pour leur remettre les kits d'insertion socio-professionnelle de la vie active. Aussi faut-il le souligner qu'en plus de ces actions concrètes, ces programmes d'action ont contribué également à la sensibilisation et à la formation des acteurs clés, comme les enseignants, les groupements féminins et la population de la ville de Niamey en général. Ils ont par ailleurs permis de vulgariser les codes de bonne conduite que vous avez entre les mains pour la promotion des meilleures pratiques en faveur des enfants travailleurs domestiques. Ces professionnels viennent rejoindre les 14 000 enfants des différentes régions déjà formés et insérés dans la vie active.
une façon pour ces organisations de faire de ces enfants vulnérables les maîtres de leur destin. Ce programme d'action ayant mis l'accent sur la formation professionnelle et l'apprentissage comme alternative principale aux actions de retrait et de l'insertion socio-professionnelle des enfants victimes de l'exploitation, va sans doute concourir à la durabilité des actions offertes aux bénéficiaires. Je voudrais renouveler l'engagement de l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales à travailler en étroite collaboration avec tout autre partenaire pour réaliser les objectifs que sont lutter contre toutes les formes de violence à l'égard des enfants et des femmes, améliorer les statuts et conditions de vie des femmes et des enfants. Le travail des enfants au Niger est lié à plusieurs facteurs, dont entre autres la pauvreté, l'exode rural et la méconnaissance des conséquences du travail des enfants. Pour lutter efficacement contre le fléau, les ONG souhaitent que l'État du Niger ratifie la Convention 189 de l'Organisation internationale du travail OIT sur le travail domestique, une convention qui offre une protection spécifique aux travailleurs domestiques. Elle fixe les droits et principes fondamentaux et impose aux États de prendre des mesures en vue de faire du travail décent une réalité pour les travailleurs domestiques. Voilà qui est bien dit. La suite de cette édition, les ressortissants de la région phare de la 8e édition du SAFAM ont organisé hier après-midi au Palais du 29 juillet une conférence objectif promouvoir le patrimoine culturel et artistique de Zender. Nous retrouvons Mariama Soumana, Ibrahim Guidé. Ancienne capitale du Niger entre 1911 et 1926, aujourd'hui région phare du 8e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme. Zender, également connu sous le nom de Damagaram, présente un riche patrimoine fait d'histoire, de tradition, d'architecture et d'objets. C'est donc pour montrer cette richesse que les ressortissants de la région de Zender ont organisé cette conférence à laquelle ont pris part les exposants venus de la région. Au cours de cette conférence, excusez-nous pour la qualité sonore de cet élément. La suite de ce journal, les élèves du complexe scolaire Kokaina ont visité ce matin le site du SAFAM. Objectif de cette visite, leur faire découvrir les produits artisanaux du Niger. Compte rendu Murtala Zoubairou et Jamilou Moro. S'imprégner des réalités de l'artisanat nigérien et faire découvrir ses produits aux élèves du complexe scolaire Kokaina, tel est l'objectif principal de cette visite effectuée par les élèves de cet établissement sur le site du Salon international pour la femme, SAFAM, qui se tient au palais du 29 juillet de Niamey. Tout juste pour accroître l'éveil des enfants. Donc au niveau de Kokaina, nous avons décidé de conduire les enfants, de les amener, n'est-ce pas, à la découverte du SAFAM. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que vraiment il y a une avancée. L'appel que j'ai lancé, de dire à mes collègues enseignants de profiter de ces occasions, n'est-ce pas, pour permettre aux enfants vraiment de découvrir la culture nigérienne, de s'imprégner de la culture nigérienne. Parce que l'éducation, ce n'est pas seulement en classe. Donc même au-delà de la classe, on peut faire découvrir beaucoup de choses aux élèves. Très émerveillés par les produits haut de gamme exposés pour cette 8e édition du SAFAM, les élèves se disent réjouis de cette visite. On est venu visiter des choses, des objets importants. J'ai vu beaucoup de hangars, des sabres, des colliers, des bijoux, des tabourets, des lambres, des porte-clés, des portefeuilles, des canaris. Je suis content. J'ai vu des girafes en or, des habits,
des Sénégalais, des Portugais. J'ai vu des étages, j'ai vu même des sabres. Une visite qui va sans doute leur permettre de s'enquérir de la vraie vision de l'artisanat africain, en particulier nigérien. Il faut enfin ajouter qu'en marge de cette visite, l'association nigérienne des professionnels du tourisme et de l'hôtellerie a également visité le site du Salon international pour la femme, sa femme, afin de découvrir les différents produits exposés. Toujours dans le même registre, la Maison des Jeunes et de la Culture Djadou Sékou de Niamey a servi de cadre hier à la soirée culturelle à l'honneur de la région phare de la 8e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme, sa femme, occasion saisie par les artistes de Zender pour faire découvrir au public les différentes cultures traditionnelles du Damagaram. Compte rendu, Hima Sebou et Issa Hassan. À travers cette soirée, dite-nous zandiroise, c'est toute la richesse culturelle traditionnelle du Damagaram, région phare de cette 8e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme, sa femme, que découvre le grand public. Avec une culture aussi riche que variée comme la chasse des aveugles, le Wassam Makafi ou la boxe traditionnelle, le Yandambe et autres. Les artistes de talent zandirois ont tenu le public en haleine. Selon le directeur régional de la culture des Zender, cette soirée permet de faire découvrir les diversités culturelles de la région phare de cette 8e édition d'ISAFEM. Les Zender, comme je disais, c'est un carrefour. Nous avons le nord qui représente avec le Koutous, nous avons le Damergou, l'est où nous avons le Mounio, le sud-est où nous avons les États Sosabaki, le sud où nous avons les Daoura, l'ouest où il y a les Kassina, parce qu'on fait frontière avec Tessawa. Donc quand on prend cette composition, les 7 régions du Niger sont représentées à travers la composition des frontières des Zender. Donc ce qui veut dire que nous avons presque toutes les composantes ethniques du Niger, et tout, donc ce qui veut dire toutes les spécificités culturelles du Niger, et même de l'Afrique de l'Ouest, étant donné qu'elle a été la première capitale du Niger. Quand on prend l'Aïr, nous avons la communauté Touareg et à Belbéji. Quand on prend le Damergou, nous avons le Wassan Korea qui est représenté par le Damergou. Quand on prend le Lundoufa qui est représenté par le Mounio, le Koutous qui est le truc de Kelle. Quand on prend par exemple le Algaïta qui est là, qui est le Mounio, vous avez vu encore le sud, les États Sabaki, nous avons des chanteurs traditionnels. Nous avons la ville de Zender où nous avons les Wassankara, les Wassam Makahi, qui sont des spécificités. Et quand on prend l'Ouest, nous avons aussi des chansons. Donc ce qui veut dire que vraiment nous avons en miniature le Niger. Pour le maire central de la ville de Zender, cette soirée a une double signification. Nous avons organisé cette soirée culturelle pour, d'une part, refaire revivre aux ressortissants zendorois qui sont ici à Niamey les traditions, parce que beaucoup en ont oublié, d'autres ne connaissent pas, parce qu'il y a des enfants qui sont nés ici qui ne connaissent pas ces traditions. Il y a ceux qui ont quitté il y a très longtemps, qui ont oublié. On voulait faire revivre, n'est-ce pas, ces aspects culturels, de traditions, n'est-ce pas, connus des Anders. Et d'autre part, c'est faire connaître à l'ensemble du Niger toutes les diversités culturelles sur le plan artistique que renferme la région des Anders. Vous savez, sur le plan historique, la région des Anders et la ville des Anders constituent, je dis sur le plan historique, un patrimoine important pour l'ensemble du pays. La revalorisation de nos traditions s'avère plus que jamais nécessaire dans ce contexte actuel où la culture traditionnelle qui jadis faisait la fierté du peuple et reflète notre identité a perdu sa valeur. Force est de constater qu'aujourd'hui, avec le modernisme tant prôné par les jeunes, la culture traditionnelle n'a plus une place de choix dans nos sociétés.
Et pour clore ce chapitre consacré aux SAFAM, la 8e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme a débuté, vous le savez, depuis le 29 novembre dernier au Palais du 29G de Niamey. Plusieurs régions du pays prennent part à ce salon. Nous allons ce soir à la découverte des exposants de la région d'Agadez. C'est un public reportage signé Mariama Soumana Ibrahimidi. À l'image des autres régions du pays, la région d'Agadez est au rendez-vous de cette 8e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme. La région de l'Aïr est valablement représentée par ses femmes artisanes de Timia, Arlit, Bilma et Agadez. Des femmes dotées d'un savoir-faire en matière de travail du cuir et peau. Dans les différents stands, on y trouve des objets décoratifs, des porte-clés, des pochettes, des tenues touareg pour hommes, femmes et enfants, des sabres, de l'encens, bref, des objets qui reflètent toutes les potentialités culturelles dont regorge cette région du Niger. Des produits très appréciés par les populations. J'ai vu vraiment des sabres, ce sont des sabres de décoration ou... Non, c'est des vrais sabres, pardon. Et vraiment, j'ai vu que c'est bien fait et c'est joli. Et le prix qu'il a donné, moi, j'ai dit que vraiment, c'est pas du tout cher. Et nous sommes en train de discuter quand même du prix. Et c'est qu'on peut s'entendre. Et les trucs traditionnels me plaisent beaucoup, raison pour laquelle vous avez vu, je porte les tenues traditionnelles faites à Agadez. Même ça, je l'ai acheté avec les femmes d'Agadez. Et donc, vous voyez, les chaussures que je porte, moi j'aimais quand même tous les tenues traditionnelles qui nous viennent d'Agadez. Donc, raison pour laquelle quand j'ai vu leur stand, et je me suis intéressé à leur stand. Partenaire privilégié des femmes artisanes d'Agadez depuis 2000, l'ONG Hedtemet se réjouit de voir les produits de qualité exposés par ces femmes. L'ONG entend toujours les accompagner dans leur combat afin de valoriser et promouvoir l'artisanat féminin. Je suis très ému de retrouver les femmes d'Agadez ici à Niamey et j'ai l'impression qu'elles se plaisent très beaucoup dans cet environnement-là. Elles ont le moral et surtout elles ont amené des produits de très bonne facture et j'espère qu'elles ne seront pas déçues de leur participation à cet événement-là. Elles ont amené une gamme suffisamment variée, suffisamment riche et vraiment représentative de la richesse, de la créativité des femmes de la région d'Agadez. On travaille depuis beaucoup d'années avec les femmes artisanales de la région Agadez jusqu'à les villages de l'Aïr. Et je suis aujourd'hui la première fois sur une foire de Niamey et je suis vraiment impressionnée de la qualité et aussi de la variété de leurs produits. Et je leur félicite beaucoup d'avoir fait ce progrès dans leur travail depuis les derniers 10 ans. Je travaille avec les femmes artisanales, mais aussi avec les femmes dans la région d'Agadez. Est très important pas seulement pour améliorer les revenus, mais aussi pour améliorer la vie générale et surtout la paix dans cette région. Les exposantes de la région d'Agadez, par la voix du directeur régional du tourisme et de l'artisanat, ont adressé leurs sincères remerciements aux bonnes volontés pour leur soutien matériel et financier. Je profite d'abord pour remercier les autorités administratives de la région d'Agadez, en particulier le gouverneur de la région, le secrétaire général de la région d'Agadez, M. Bouraim Zourkalani Mega, nos partenaires pour notre arrivée ici à la 8e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme, à savoir l'ONG Hedtemet, dont je profite de l'occasion pour remercier son président, le ministre Mano Agali, le coordonnateur Assalek, et le second partenaire, c'est 3STV, dont je profite de l'occasion aussi pour remercier son promoteur, M. Sherif Abidine. C'est les deux partenaires qui nous ont soutenus, qui ont soutenu les femmes artisanes de la région d'Agadez pour être présentes à cette 8e édition du SAFEM. Le Salon international de l'artisanat pour la femme est donc une belle occasion pour découvrir et acheter des beaux bijoux en argent avec des jolis designs comme la croix d'Agadez.
Vous trouverez des belles tenues Touareg qui montrent l'inventivité et l'ingéniosité de la femme Touareg. Faites un tour au Safam et découvrez tout l'art des artisans d'Agadez. Actualité dans nos régions, ouverture hier à Tillabéri de l'atelier de validation des termes de référence du programme social minier de la région de Tillabéri, un atelier présidé par le gouverneur de la région. Compte rendu Ismaël Bedi et Salissou Souley. Organisé par le ministère des Mines et du Développement industriel et celui de l'énergie et du pétrole, avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, cet atelier vise à valider les termes de référence du programme social minier de la région de Tillabéri, un programme dont l'objectif global est de contribuer au développement économique et social des zones impactées par les activités minières, pour un effort soutenu en vue d'améliorer les conditions de vie des populations et de réduire la pauvreté. Ce programme est parti du constat que d'habitude les cités minières, lors de la signature de conventions avec l'État, donc dans le cadre de leur activité, donc dégagent un fonds pour investir dans les domaines sociaux, dans les zones où elles opèrent. Donc on a constaté que sociétés les font de manière désorganisée et souvent ils font des interventions souvent qui n'ont pas un impact direct sur le bien-être de la population. Donc c'est dans ce cadre qu'au niveau du ministère de l'énergie et du pétrole et celui du ministère des mines et du développement industriel, il a été mis en place une certaine réflexion pour voir comment harmoniser ces actions. Donc c'est dans ce cadre qu'est né ce programme, le programme social minier, donc qui vise non seulement à harmoniser les actions des acteurs, mais aussi à élaborer un document qu'on appelle programme social minier, dans lequel, au niveau de chaque région, donc les régions qui sont concernées, il sera procédé à une analyse des besoins réels des populations, mais aussi à un inventaire sur le terrain et des ateliers au niveau local pour pouvoir recueillir les besoins réels des populations afin de mieux orienter les interventions de ces sociétés-là. Le secteur minier connaît une expansion notable grâce à la mobilisation importante de flux de capitaux pour la recherche et l'exploitation dans les régions minières et pétrolières. Cependant, malgré le dynamisme de ce secteur, on note encore une faible prise en charge de la demande sociale dans les zones d'exploitation, a indiqué le gouverneur de la région de Tillabéri en ouvrant les travaux de l'atelier. En effet, l'on constate l'insuffisance de l'accès des populations aux services sociaux de base, notamment en matière d'éducation, de santé, d'eau potable, d'infrastructures routières et énergétiques. L'insuffisance des revenus des populations et la faible satisfaction de la demande d'emploi des jeunes. En réponse à ces constats, les sociétés minières ont mis en place, sur la base d'une démarche volontaire, des appuis financiers sous forme de fonds sociaux alloués aux communautés locales. L'élaboration du programme social minier vise d'une part à renforcer la mobilisation des fonds aux populations des populations et d'autre part à mettre à la disposition de l'État et des principaux acteurs un outil de planification de référence permettant de rationaliser les interventions pour mieux contribuer au développement local dans les zones d'exploitation minière et pétrolière. Ensuite, s'en est suivi l'exposé du consultant du PNUD sur le programme social minier. Notons enfin qu'au cours de cet atelier qui durera 2 jours, un comité technique régional sera mis en place pour élaborer le programme social minier de la région de Tillabéri. Le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens USN a initié hier à l'école normale de Tillabéri une formation à l'intention des secrétaires régionaux des différents établissements de la région de Tillabéri. Objectif, outiller ces secrétaires généraux sur le respect des textes de leurs différentes structures. D'autres précisions avec Jiboyaye, secrétaire chargé des affaires académiques et sociales de l'USN. Aujourd'hui, parce que nous avons constaté une défaillance, un manque surtout de formation de nos différents secrétaires généraux qui représentent l'USN au sein de ces départements. C'est en cela que nous avons jugé utile de nous déplacer aujourd'hui pour que le message de l'USN soit le message des principes, soit le message du respect des textes et soit le message des combats légitimes sur la base de l'intérêt général de nos camarades.
Nous voulons éviter la manipulation à l'USN. Nous voulons créer les conditions pour que l'USN retrouve ses notes de faiblesse datant. Il ne faudrait pas oublier que l'USN a été à l'avant-garde de la conférence nationale. Nous avons créé toutes les conditions pour instaurer la démocratie dans ce pays. Et nous allons créer toutes les conditions pour que la préservation des acquis de cette démocratie-là soit. Nos attentes, c'est que le message passe. Nous avons jugé utile d'avoir les médias auprès de nous aujourd'hui et aussi que nos camarades soient là. Quand ils quitteront Tillabéri, quand ils retourneront à Kolo, à Tera, à Goté, à Walam, à Saï, il faudrait que le message passe. De Belayara jusqu'à Tillabéri, il faudrait que nos militants, nos membres, nos militantes sachent que l'USN est au-dessus d'une manipulation. L'USN est au-dessus de certains comportements malsains que nous constatons aujourd'hui. À présent, la partie magazine de cette édition, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a reçu hier le trophée de la liberté de la presse pour son engagement à faire de la liberté de la presse une réalité au Niger. Une initiative des organisateurs des Nuits de la liberté de la presse, Nulipresse, qui vise à distinguer les efforts du président. D'autres précisions dans ce dossier signé d'Amana Abdoulaye. Très bonne réception et très belle fin de soirée. Au revoir. La loi de la presse est la force du peuple. La force de la presse, c'est celle du peuple. Le Niger, de la 29e chute à la 43e place dans le classement mondial de la liberté de la presse par Reporters sans frontières. Fait inédit, sur le Niger perd 14 places, cela ne vient pas d'un muselage des journalistes, mais par la faute de ceux-là même qui doivent promouvoir la liberté de la presse. Reporters sans frontières va même préciser que c'est à cause de l'irresponsabilité de quelques journalistes tentés d'abuser de la liberté qui leur est accordée. Le réconfort est que le Niger garde toujours le 4e rang en Afrique. Et pourtant, le pays était en droit d'espérer améliorer son rang. Outre la dépénalisation du délit par voie de presse, la loi qui donne accès à l'information publique et aux documents administratifs a été adaptée et promulguée. Les textes sur la convention collective interprofessionnelle sont validés et attendent d'être signés par les employeurs et employés des médias. Un document consensuel sur la publicité a d'ores et déjà été élaboré et attend d'être adopté. Plus de langue de bois et les journalistes usent de leur voix et de leurs plumes à leur guise. C'est là quelques raisons qui auraient pu contribuer à un meilleur classement du Niger en matière de liberté de la presse. Au Niger, la liberté de la presse est une réalité tangible. Depuis bientôt 2 ans, aucun journaliste n'a été inquiété directement par les autorités en place dans l'exercice de son métier. L'exemple vient du magistrat suprême du Niger qui s'est engagé à ne poursuivre aucun journaliste. Mieux, il a accepté d'être le premier des avocats de l'abolition des lois contre la diffamation et l'injure publique en Afrique, en signant en novembre 2011 la déclaration de la montagne de la table, pilier essentiel de la démocratie et de l'état de droit. Le président Issoufou Mahamadou a toujours voulu que la liberté de la presse soit protégée et renforcée afin qu'elle devienne effective et bénéfique, aussi bien pour les professionnels des médias que pour la société. Il a à chaque occasion réaffirmé son profond attachement à une presse libre, plurielle et indépendante et de garantir le droit à chaque journaliste d'accomplir son travail sans entrave aucune. En encourageant la liberté de la presse, la vision du chef de l'État du Niger est de faire valoir ce que les journalistes écrivent ou annoncent et à leur faire jurer leur droit légitime à informer. Si on prend la dictature et l'anarchie, ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui constitue la vertu, c'est la démocratie. C'est au milieu aussi. D'un côté, la dictature, de l'autre côté, l'anarchie. Quand je dis démocratie, ça veut dire la liberté. Et il n'y a pas de liberté sans liberté de la presse. Cela aussi découle d'une conviction, parce que je suis de ceux qui sont convaincus que le pire adversaire, c'est de ne pas avoir d'adversaire. C'est d'être dans une situation où on ne peut pas être critiqué. Si on n'est pas critiqué, on s'assoupit.
Donc j'ai besoin de vos critiques. J'ai besoin des critiques de la presse. J'ai besoin des critiques de l'opinion pour améliorer ce que je fais au service du peuple nigérien. L'histoire d'ailleurs est pleine d'exemples de ce point de vue. Et le cas qui est le plus souvent cité, c'est le cas de la rivalité entre Rome et Carthage. Après la ruine de Carthage, cela a entraîné automatiquement la ruine de Rome. Parce que Rome n'avait plus d'adversaire, n'avait plus d'ennemis. Et c'est ça le pire ennemi, c'est ça le pire adversaire, c'est de ne pas avoir d'adversaire. Il faut toujours avoir des adversaires, il faut toujours avoir des gens qui vous critiquent. Et cela, comme je dis, vous empêche de vous assoupir. Et on en a besoin ici au Niger. Nous n'avons pas besoin d'une situation où on risque de s'assoupir. Vous nous rendez un grand service, vous rendez un grand service au peuple nigérien en nous critiquant. La presse rend un grand service à notre peuple en faisant son métier. La seule chose, bien sûr, qu'il faut souligner, c'est que la liberté suppose la responsabilité. C'est ça le prix de la liberté. Peut-être qu'on peut encourager les journalistes à faire sorte des critiques, mais à tenir compte de l'aspect responsabilité redoutable d'informer, d'analyser, d'informer le citoyen. Et ça, c'est aussi une question de respect que d'essayer de faire le métier sur la base de la déontologie, en respectant l'éthique, etc. Donc, sur ces mots, je vous remercie à nouveau de l'honneur que vous me faites. Et sachez que nous continuerons à vous soutenir. Nous continuerons à soutenir la presse. Nous continuerons à créer les conditions de l'élargissement des libertés, de l'approfondissement des libertés, parce que c'est ça la voie de salut pour notre peuple. Le pluralisme médiatique est effectif au Niger. L'existence d'une soixantaine de titres, plus d'une trentaine de radios privées, une dizaine de chaînes de télévision et plus de 130 radios communautaires et rurales est la preuve éloquente de cette pluralité. Ce pluralisme médiatique sans précédent comporte plusieurs avantages, notamment la disponibilité d'une gamme variée de sources d'information au profit des lecteurs, auditeurs et téléspectateurs. La proximité des médias vis-à-vis des citoyens fait d'eux un excellent vecteur d'apprentissage des valeurs démocratiques. Les journalistes ont libre cours pour enquêter, commenter, analyser, informer et dénoncer tout art afin de susciter des débats susceptibles d'influencer la société. Certes, la loi donne aux journalistes l'usage de la liberté de parole et de l'écrit, mais cette liberté, pour avoir un sens, doit se faire dans le respect de l'éthique et de la déontologie. La liberté de la presse est une initiative que nous avons eue, mais qui est en fait inspirée d'une de vos actions. Il s'agit de la signature de la déclaration de la montagne de la table, qui a donc définitivement consacré la liberté de la presse dans notre pays. En effet, depuis donc l'avènement de la 7e République, eh bien, aucun journaliste n'a été inquiété, en tout cas dans l'exercice de ses fonctions. Et nous ne pouvions donc pas, à l'occasion donc de l'anniversaire de cette signature-là, nous ne pouvions pas nous taire donc face à un acte aussi noble et généreux donc de votre part. C'est pourquoi l'idée donc de célébrer dorénavant, chaque 30 novembre, de célébrer la liberté de la presse nous est tout naturellement donc venue. En tête des nominés, il y a bien entendu vous, Excellence Monsieur le Président de la République, parce que nous croyons fermement que ce n'est pas une tare lorsque une aussi haute personnalité que vous fait un bienfait à la presse, eh bien ce n'est pas un tare de dire merci. Il faut avoir cette humilité-là. C'est vrai que bien souvent, nous sommes quand même un peu intolérants, mais pour une fois, au vu vraiment de l'action que vous avez posée en faveur de notre corporation, en faveur de notre métier, nous avons donc taillé un peu nos armes pour vous dire, Excellence, merci. Merci deux fois. D'abord, merci parce que depuis que vous êtes à la tête de notre pays, le Niger, vous avez délié les mains des journalistes. Aujourd'hui, nous faisons notre métier en toute liberté. La preuve, c'est qu'il y a plusieurs lignes éditoriales qui existent, qui cohabitent, sans pourtant être inquiétés. Et le deuxième facteur pour lequel nous voulions vous dire merci, c'est que aussi, en posant cet acte, eh bien, vous avez contribué à faire rayonner le Niger.
Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, eh bien, même les investisseurs internationaux, les partenaires techniques et financiers, avant de venir dans un pays, eh bien, ils se renseignent toujours d'abord sur le niveau de liberté de presse dans ce pays-là. Donc, véritablement, en signant cette déclaration de la montagne de la table et en faisant en sorte que, en tout cas, les 2 ans et demi que vous êtes à la tête de notre pays, qu'aucun journaliste ne s'est inquiété, eh bien, véritablement, vous avez renvoyé au reste du monde une image propre, une image transparente du Niger. Alors, le trophée que nous voulions vous remettre est un trophée modeste. Je vous le précise, ce n'est pas de l'or, voilà. Mais c'est un trophée qui a été fait par les artisans du Niger. C'est un trophée qui est symbolique parce que la main ouverte symbolise la liberté. Universellement, c'est un signe qui symbolise la liberté et la plume symbolise la presse. Donc, ce symbole veut dire liberté de la presse. Voilà, Excellence, le symbole que nous voulions donc vous dédicacer. Mais à lire certains journaux, écouter certaines radios ou regarder certaines télévisions, les analyses ou commentaires de certains journalistes sont d'une légèreté invraisemblable. S'il est admis qu'ils relèvent de la responsabilité du pouvoir de promouvoir la liberté de la presse et de veiller à la sécurité des journalistes, conformément aux dispositions constitutionnelles, il n'en demeure pas moins que celle du journaliste est tout aussi importante. La publication ou la diffusion de fausses informations ou de messages à sensation ou mal élaborés suffit pour créer une situation aux conséquences fâcheuses, parfois incontrôlables. Chaque journaliste doit être soucieux des règles et principes qui gouvernent la saine pratique de la profession. Il y va de la crédibilité des historiens du présent. Le journaliste doit constamment faire appel à son bon sens. Nul ne peut empêcher à un journaliste d'être engagé, mais à condition de respecter les faits, de viser l'intérêt général et d'exposer clairement les termes de son parti pris. Certes, le commentaire est libre, mais les faits restent sacrés. À défaut d'attendre une neutralité parfaite, le journaliste doit faire preuve d'impartialité et présenter honnêtement les informations sur un sujet. Il appartiendra au public libre de se faire une opinion. D'ailleurs, les journalistes nigériens ne se sont-ils pas engagés dans leur charte à s'assurer de la véracité des faits qu'ils rapportent et à ne pas publier toute information susceptible de jeter le discrédit sur une personne et à l'exposer au mépris ou à la haine? Au regard du chemin parcouru, il est essentiel de se convaincre que le plus important reste à faire. L'essentiel n'est pas de créer une radio, une télévision ou un journal, mais de le faire vivre conformément à la ligne et à la vision qu'on s'est choisie. Sinon, le prochain classement du Niger en matière de liberté de la presse pourrait nous déplaire pas par la faute du pouvoir, mais des journalistes eux-mêmes.